Ma femme a abandonné son fils autiste Y à 11 ans et s'est enfuie avec un amant plus jeune. J'ai élevé le garçon seul. À 17 ans, il a créé une application d'une valeur de 3,7 millions de dollars. Puis elle est revenue avec un avocat, exigeant son argent. J'étais déstabilisé. Notre avocat a dit, nous pourrions perdre, mais mon beau-fils a murmuré calmement. Laisse-la simplement parler. L'avocat fit glisser les papiers sur la table en chêne marquée, comme s'il distribuait la dernière main d'une mauvaise partie de poker. Sa cravate était de travers, ses yeux fatigués. Gary, dit-il d'une voix basse, si le juge penche pour les droits de la mère, nous pourrions perdre. J'ai senti le sang quitter mon visage. Au-dessus de nous, les néons du tribunal du comté de Scott bourdonnaient. Quelque part au bout du couloir, une porte claqua si fort qu'elle fit vibrer les vitres. Mes mains, ces mains qui avaient réparé des barrières de lits cassés et des canalisations bouchées au Genesis Medical Center pendant 25 ans, se mirent soudain à trembler, comme si je n'avais jamais tenu une clé à molette de ma vie. En face de moi, Caleb ne broncha pas. À 17 ans, il était devenu grand et déguindé, les épaules légèrement voûtées, comme s'il essayait de se faire plus petit dans un monde toujours trop bruyant pour lui. Ses yeux étaient fixes, d'un bleu-gris calme, le même regard qu'il posait à travers la fenêtre du salon quand il avait 6 ans. Il se pencha vers moi, si près que je pouvais sentir l'odeur du chewing-gum à la menthe qu'il mâchait toujours lorsqu'il réfléchissait. Il murmura, laisse-la parler, tout simplement. Pendant une seconde, je ne compris pas ce qu'il voulait dire. Je voulais le prendre par les épaules et lui crier, parlez. C'est en parlant qu'elle est partie. C'est en parlant qu'elle a menti. C'est en parlant qu'elle a franchi cette porte il y a 11 ans, sans jamais se retourner. Mais Caleb ne s'y a pas. Il n'éleva pas la voix. Il restait assis là, comme une pierre au milieu d'une rivière, laissant le courant s'agiter autour de lui, attendant de voir ce que l'eau charriait. Ma gorge se serra. J'avalai avec peine et regardai à nouveau notre avocat. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous pourrions perdre? Il expira longuement, se frotta le front. Le tribunal de la famille est imprévisible. Vous êtes son beau-père. Vous avez fait tout le travail, vous l'avez élevé, mais biologiquement. Ne le dites pas, tranchai-je, plus sèchement que je ne le voulais. Ma voix résonna contre les murs nus du tribunal, et je m'en voulus immédiatement. Les doigts de Caleb eurent un petit tressaillement rapide, puis s'immobilisèrent à nouveau sur son genou. L'avocat leva une main. Je ne cherche pas à vous insulter. Je vous dis simplement ce que l'autre partie va plaider. L'avocat d'Hélène va vous dépeindre comme l'homme qui a privé une mère de son fils, qui l'a contrôlé, et qui est assis sur un tas d'argent qui appartient à cette mère. Mon estomac se noua. Je revis le visage d'Hélène, son maquillage, ses lèvres parfaites et brillantes, ce tremblement calculé dans sa voix la dernière fois qu'elle s'était tenue sur mon perron, sous la pluie. Je veux juste récupérer mon fils, avait-elle dit, comme si elle ne l'avait pas abandonné sur mes genoux, 11 ans plus tôt, comme une valise encombrante. Le murmure de Caleb résonna à nouveau dans ma tête, laisse-la parler. L'avocat se pencha en avant. Nous devons rester calmes. Laissez-la témoigner. Laissez son avocat pérorer. Ne réagissez pas, je regardais Caleb. C'est ce que tu veux. Caleb hocha la tête une fois, lentement, avec certitude. C'est ainsi que la première partie a commencé, en plein milieu du pire moment de ma vie. Juste avant que le juge n'entre, juste avant qu'Hélène n'essaie de prendre ce qu'elle n'avait pas mérité. Mais pour comprendre pourquoi le murmure de Caleb était si important, il faut savoir ce qui s'est passé la nuit où elle est partie. Il y a 11 ans, à Davenport, dans l'Iowa, l'air sentait l'asphalte mouillé et le vent de la rivière en cette fin d'octobre. Le Mississippi était aux cette semaine-là, sombre et rapide, et les arbres le long de River Drive commençaient à perdre leurs feuilles, comme s'il abandonnait la partie. Je m'en souviens parce que mes bottes étaient encore humides du travail quand je suis rentré. J'avais fait l'équipe de nuit à Genesis, à colmater une fuite sur un tuyau derrière l'aile chirurgicale, le genre de boulot que personne ne remarque, sauf si vous ne le faites pas. Mes mains sentaient l'eau de javel et le métal, et j'avais l'impression qu'on m'avait planté un clou entre les omoplates. Quand je suis entré dans la maison sur West Locust, les lumières de la cuisine étaient allumées. La radio jouait doucement, une de ces vieilles stations de country qui grésillent quand le vent tourne mal. Caleb était assis à la table, les genoux remontés sous lui, se balançant légèrement. Il avait 6 ans à l'époque, petit, maigre, pâle comme un enfant qui ne sort pas assez. Hélène se tenait près du comptoir, son sac déjà sur l'épaule. Au début, je n'ai même pas compris.
J'ai cru qu'elle allait à l'épicerie ou au Walgreens sur Kimberly pour acheter quelque chose. Elle avait l'habitude de sortir tard pour revenir avec un sac de babioles et une histoire à dormir debout. Mais ensuite, j'ai vu la valise près de la porte arrière. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce qui se passe? Hélène ne se retourna pas tout de suite. Elle gardait les yeux fixés sur l'évier, laissant couler une eau qui n'avait pas besoin d'être versée. Je ne peux plus faire ça, Gary. J'ai ri nerveusement, parce que mon cerveau refusait de comprendre. Faire quoi? Les spaghettis? On est jeudi. Elle me fit enfin face. Son mascara était impeccable. Ses cheveux étaient bouclés. Elle était prête, comme si elle s'était préparée pendant des heures alors que Caleb était assis là, retenant son souffle. Caleb a besoin de plus que ce que je peux lui donner, dit-elle, comme si elle lisait un script. Cette maison, cette vie, c'est étouffant. Je jetai un regard à Caleb. Il ne me regardait pas. Il fixait les motifs de la nappe, suivant les petits carrés du doigt. Silencieux. Toujours silencieux quand l'air devenait électrique. Et là, dis-je, en essayant de garder une voix calme, on vient de recevoir le diagnostic. On a à peine. Exactement, me coupa-t-elle brusquement. Ce diagnostic, l'autisme, les thérapies, les rendez-vous. Je n'ai pas signé pour ça. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans la gorge. Tu n'as pas signé pour ton propre fils? Sa mâchoire se crispa. Ne fais pas ça. J'avançai d'un pas. Mes bottes grincèrent sur le linoléum. Faire quoi? Dire la vérité? Elle regarda par-delà mon épaule, vers la fenêtre arrière. Je suivis son regard et vis des phares dans l'allée, derrière notre clôture. Une voiture tournait au ralenti. Mon estomac se glaça. Tu t'en vas, dis-je, maintenant. La voix d'Hélène se durcit. Je vais vivre ma vie, Gary. Je suis encore jeune. Je ne vais pas passer le reste de mes jours dans des cabinets de médecins et des réunions scolaires. Quel âge as-tu? Demandai-je avant de pouvoir m'en empêcher. Ses joues s'empourprèrent. Ça ne te regarde pas, oh, que si, ça me regarde, dis-je, la colère montant en moi comme de la vapeur, parce que tu t'apprêtes à abandonner ton fils. Caleb se balançait un peu plus vite. Sa respiration changeait, plus courte, plus saccadée. Je voyais ses doigts s'agripper au bord de la nappe, comme s'il essayait de s'ancrer au sol. J'ai forcé ma voix à s'adoucir. Mon grand, tout va bien. Hélène attrapa la poignée de sa valise. Il sera très bien avec toi. Avec moi, répétai-je, sidéré. Et là, je ne suis pas, tu es doué pour ces trucs-là, lança-t-elle. Tu es patient. C'est dans ta nature. Je la fixai. Toutes les petites disputes que nous avions eues au fil des ans s'alignaient soudain comme des dominos. Ses disparitions à des heures bizarres. Son nouveau parfum. Sa façon de dire « je mérite mieux ». Puis elle ajouta « je suis désolé ». J'appellerai, comme si cela rendait les choses acceptables. Quand les choses se seront tassées. J'ai su, à cet instant précis, qu'elle ne le ferait pas, et là, dis-je, la voix brisée, regarde-le. Elle ne le fit pas. Elle contourna la table, embrassa le sommet du crâne de Caleb comme si c'était un chien qu'elle déposait chez le vétérinaire, et se dirigea vers la porte arrière. Caleb ne pleura pas. Il ne cria pas. Il fixait simplement la fenêtre, où le reflet des lumières de la cuisine faisait paraître l'obscurité extérieure comme un mur solide. La porte s'ouvrit. L'air froid s'engouffra, sentant la pluie et la boue de rivière. Puis elle se referma. La radio continuait de diffuser une chanson triste sur un homme qui perd sa bien-aimée. Je restais là, figé. Mon cœur cognait dans mes oreilles. Mes mains étaient encore humides de l'hôpital. Je me souviens les avoir regardées en pensant, comment vais-je faire? Comment suis-je censé élever un enfant quand j'arrive à peine à tenir ma propre vie debout? Caleb murmura, presque inaudible, « Maman ?» J'avalai avec peine, clignant des yeux rapidement. Ouais, dis-je, elle est. Elle est partie pour un moment. Il regardait toujours la fenêtre. Elle reviendra. Je voulais mentir. Je voulais lui dire, oui mon grand, elle est juste en colère, elle sera là demain. Mais quelque chose en moi, peut-être cette part qui avait vu trop de gens dans la salle d'attente des urgences recevoir des promesses jamais tenues, ne put s'y résoudre. Je tirai la chaise à côté de lui et m'assis.
Le vinyle était froid sous mes jambes. Je ne sais pas, avouai-je, mais moi, je suis là. Les yeux de Caleb se tournèrent vers moi une demi-seconde, puis revinrent à la fenêtre. Ses doigts continuaient de tracer des carrés. 1, 2, 3, 4, comme s'il pouvait compter pour échapper à la douleur. Dehors, la voiture dans l'allée démarra. Les pneus éclaboussèrent une flaque d'eau. Et voilà. C'est à ce moment-là que ma vie est devenue quelque chose que je n'avais jamais prévu. Le lendemain matin, j'ai prévenu le travail que je serais en retard et j'ai conduit Caleb à l'école. Il était assis sur le siège passager, les mains cachées dans ses manches, regardant droit devant lui. Le chauffage soufflait un air chaud qui sentait légèrement la vieille poussière. Quand je l'ai déposé, son institutrice m'a pris à part. Nous devons parler de son évaluation, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête comme si je savais ce que je faisais. Ce n'était pas le cas. Les semaines qui suivirent le départ d'Hélène furent un tourbillon de rendez-vous, de paperasses et de factures qui semblaient se multiplier du jour au lendemain. Je passais mes pauses déjeuner en attente avec les compagnies d'assurance. Je passais mes soirées à lire des brochures de la clinique jusqu'à ce que les mots dansent devant mes yeux. À l'église, je m'asseyais au fond, car je ne voulais pas qu'on me pose de questions. Mais un dimanche, une femme âgée nommée Marlène, qui sentait la menthe et portait un manteau plus vieux que nous deux, me pressa un morceau de papier dans la main. « Groupe de soutien », murmura-t-elle. Le mardi soir, dans la salle paroissiale. Le café est horrible, mais les gens sont bien. J'y suis allé, surtout parce que je ne savais plus quoi faire d'autre. Ce premier mardi, en entrant dans la salle, j'ai été frappé par l'odeur de café rassis et de désinfectant au citron. Des chaises pliantes étaient disposées en cercle, à côté d'une boîte de donuts qui avait clairement connu des jours meilleurs. Il y avait des parents qui semblaient ne pas avoir dormi depuis des années, un grand-père élevant son petit-fils, une mère aux yeux fatigués avec un carnet rempli d'horaires de thérapie. Je me suis assis et j'ai gardé la bouche cousue. Puis, quand vint mon tour, les mots sortirent tout seuls. « Je m'appelle Gary, dis-je, et ma femme est partie. Et j'élève. J'élève son fils. » Personne ne sursauta. Personne ne me jugea. Ils hochèrent simplement la tête, comme s'ils avaient déjà vu ce genre de douleur auparavant. Après la réunion, un homme portant une casquette de vétéran du Vietnam, Tom, me tapa sur l'épaule. « Tu es membre de l'association des anciens combattants ?» demanda-t-il. « Je n'ai jamais servi, répondis-je. »« Ça ne fait rien, dit-il. On a du café et on a de vieux gars qui savent réparer des trucs. Parfois, c'est tout ce dont un homme a besoin. » C'est ainsi que je me suis retrouvé au poste 2107 de la VFW, un vendredi soir de friture de poisson, à regarder Caleb assis tranquillement à une table d'angle avec une assiette de frites, écoutant le bourdonnement des vieux qui riaient et se disputaient au sujet des Cubs comme si c'était une question de vie ou de mort. Tom se pencha vers moi et me dit « Garde chaque reçu, Gary. Chaque lettre, chaque satané papier. Crois-moi. » Je n'en comprenais pas la raison à l'époque, mais j'ai écouté. Parce que quand votre monde s'écroule, vous vous accrochez à n'importe quel conseil qui semble solide. C'est ce que j'ai fait pendant les 11 années suivantes. Je suis resté. J'ai appris les rythmes de Caleb. Sa façon d'avoir besoin que ses chaussettes soient pliées d'une manière précise. La façon dont les supermarchés bruyants crispaient ses épaules. Sa façon de se calmer si nous restions dans le pick-up pendant 5 minutes à écouter le moteur tourner au ralenti. J'ai appris à lui parler sans l'étouffer. J'ai appris à lui laisser de l'espace sans le laisser s'éloigner. Et petit à petit, il a commencé à grandir. Pas comme ce genre d'enfant qui lance des blagues à table ou qui joue au baseball dans le jardin, mais comme un enfant qui remarquait tout. Un enfant qui se souvenait des dates et des schémas. Un enfant qui, alors que je pensais me noyer, a commencé à construire silencieusement un radeau fait de détails. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Tout ce que je voyais, c'était ma propre épuisement, ma propre peur, ma propre colère qui ne m'avait jamais vraiment quitté. Et quand Caleb a eu 17 ans et que son petit projet informatique est soudainement devenu une affaire à 3,7 millions de dollars, cette colère est revenue sous une forme différente. Parce que l'argent n'achète pas seulement le confort, il attire l'attention. Et les gens qui vous abandonnent ont une façon de flairer l'attention comme du sang dans l'eau. Alors, quand Hélène est réapparue, cette fois sous la pluie avec un avocat et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mon premier instinct ne fut pas la vengeance. Ce fut la panique. Et maintenant, assis dans cette salle de tribunal sous les néons, à écouter notre avocat dire que nous pourrions perdre,
j'ai réalisé quelque chose qui m'a encore plus glacé le sang. J'étais resté pendant 11 ans. Mais je ne m'étais pas préparé à la guerre. Caleb, lui, l'avait fait. Et tout ce qu'il me demandait, c'était une chose, laisse-la parler, tout simplement. La première fois que l'ordinateur de Caleb est mort, il l'a fait sans bruit. Pas d'étincelle, pas de fumée, juste un clic léger et un écran noir qui refusait de s'allumer, peu importe le nombre de fois où il appuyait sur le bouton. C'était un mardi soir de février. La neige s'accumulait le long de West Locust Street en tas grisâtre, et la chaudière cliquetait comme si elle allait rendre l'âme. J'étais à la table de la cuisine, essayant d'équilibrer un carnet de chèques qui ne l'était jamais, tandis que Caleb était assis en face de moi, les épaules voûtées, les yeux rivés sur l'écran. Il appuya à nouveau. Rien. Il se figea. Pas de panique, pas de colère, juste figé, comme si le monde s'était arrêté au milieu d'une phrase. Et, dis-je doucement, qu'est-ce qui ne va pas? Il avala sa salive. Il ne répond plus. Je me penchai, plissant les yeux vers l'écran comme si cela allait aider. Il a peut-être juste besoin d'un redémarrage. Je l'ai déjà fait, dit-il un peu plus sèchement que d'habitude. Puis il se reprit, désolé. Ce n'est pas grave, répondis-je vite, on va trouver une solution. Mais quand j'ai ouvert le panneau arrière, mon cœur a sombré. L'engin tenait debout avec des vis dépareillées et beaucoup d'espoir. C'était un modèle d'occasion acheté 2 ans plus tôt avec l'argent que j'avais sorti d'une enveloppe marquée « Urgence uniquement ». « Est-ce qu'on peut le réparer » demanda-t-il. J'hésitai une seconde de trop. Caleb remarquait tout. Oui, dis-je quand même, probablement. Cette nuit-là, après qu'il se fut couché, je m'assis à la table avec les entrailles de l'ordinateur étalées comme un patient sur une table d'opération. Une odeur de poussière brûlée flottait dans la cuisine. Je me frottais les yeux en fixant le circuit imprimé fissuré. Je n'avais pas l'argent pour un neuf. Loin de là. Alors, le lendemain, j'ai pris ma pause déjeuner à Genesis et je suis descendu au local de maintenance. Le vieux local, celui où les moniteurs cassés et les vieilles machines allaient mourir. Gary, dit mon superviseur en me voyant fouiller dans un bac, qu'est-ce que tu cherches? N'importe quoi avec un disque dur qui fonctionne, répondis-je. C'est une longue histoire. Il soupira. Prends ce que tu veux. Ne le dis à personne, c'est tout. Le soir même, je suis rentré sentant l'huile de machine et la poussière. Caleb m'observa depuis le pas de la porte pendant que je disposais les pièces de récupération sur la table. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il. Si, je le dois, répondis-je. Assieds-toi. Il s'assit. Pendant 3 heures, nous avons travaillé en silence, hormis le tic-tac de l'horloge et le vrombissement occasionnel d'un camion. Je soudais. Il regardait. Puis, calmement, il pointa du doigt, celle-là va ici. Je suivis son doigt. Il avait raison. Quand l'écran finit par s'animer, il laissa échapper un souffle que je ne l'avais pas vu retenir. Merci, dit-il. Ce fut la première fois que je compris quelque chose d'essentiel, Caleb n'aimait pas seulement les ordinateurs, il les comprenait intimement. À l'époque, l'application n'avait pas de nom. Ce n'était que des dossiers, des notes et des croquis fixés au mur avec du ruban adhésif bleu. Caleb rentrait de l'école, mangeait le même sandwich au beurre de cacahuète que chaque jour, puis disparaissait dans sa chambre. Parfois, je n'entendais que le tapotement du clavier. D'autres fois, je l'entendais faire les 100 pas, comptant à voix basse, 1, 2, 3, 4. Sur quoi travailles-tu, demandai-je une fois, appuyé contre le cadre de sa porte. Un moyen de rendre les magasins plus silencieux, répondit-il. Je fronçai les sourcils. Tu veux dire des casques anti-bruit? Non, dit-il patiemment, des schémas. Il m'expliqua lentement, comme s'il craignait que je ne m'y perde. L'application décomposait les endroits vastes et accablants supermarchés, écoles, gares en étapes, en chemin visuel, en rappel doux, une façon de savoir ce qui allait suivre pour que le bruit ne submerge pas son esprit. Je ne comprenais pas le code, mais je comprenais le besoin. Je l'avais vu se paralyser dans le rayon des céréales au Ivy quand un enfant criait 2 rangées plus loin, j'avais vu ses mains trembler quand les néons bourdonnaient trop fort. Si cet outil pouvait l'aider, peut-être pourrait-il aider quelqu'un d'autre aussi. La première fois qu'il essaya de le montrer à quelqu'un d'autre, ce fut à la bibliothèque publique de Davenport, lors d'une petite soirée technologique locale. Des tables pliantes, du café dans des gobelets en mousse. La moitié des gens semblaient être arrivés là par erreur.
Caleb se tenait derrière sa table, les yeux rivés au sol. Tu veux que je parle, demandai-je. Il secoua la tête. Je peux le faire. Il s'éclaircit la gorge, c'est, un outil de planification et de navigation pour les personnes ayant des troubles du traitement sensoriel. L'ordinateur se figea au milieu de la démonstration. J'ai senti mon estomac se nouer. Caleb fixait l'écran, respirant vite. Ses doigts s'agitèrent, puis s'arrêtèrent. Il ferma l'ordinateur lentement. Je suis désolé, dit-il, ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave, dit une femme gentiment, la technologie fait ça parfois. Mais je voyais la déception sur son visage, sa façon de se replier sur lui-même comme s'il s'attendait à un choc. Cette nuit-là, il ne toucha pas à l'application. 2 semaines passèrent, puis 3. Un soir, je le trouvai assis sur son lit, fixant ses mains. « Tu abandonnes ?» demandai-je doucement. Il haussa les épaules. « C'est peut-être stupide. » « Non, dis-je fermement, ça ne l'est pas, il leva les yeux. « Comment le sais-tu » Je pensais à toutes ces nuits où j'étais rentré épuisé, le dos en compote, les mains irritées par les produits chimiques, et où j'avais quand même préparé le dîner parce que quelqu'un avait besoin de moi. Parce que les choses stupides n'aident pas les gens, dis-je, et ceci, ça t'aide. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui m'a terrifié. J'ai vendu mon pick-up, un Ford F-150 de 2004 avec les passages de roues rouillées et un tableau de bord fissuré, mais il roulait. Il avait transporté du bois, de l'équipement hospitalier et plus de provisions que je ne pouvais en compter. Je l'ai vendu pour moins que sa valeur et j'ai acheté à Caleb un ordinateur reconditionné qui ne sifflait pas quand on l'allumait. Quand je le lui ai tendu, il m'a regardé comme si je lui avais offert la lune. « Tu as besoin du camion, dit-il. »« Je peux marcher, répondis-je, mais on ne peut pas remplacer le temps. » Il m'a serré dans ses bras à ce moment-là, de manière maladroite et brève, mais sincère. Les choses changèrent rapidement après cela. Pas du jour au lendemain, pas comme dans un montage de film, mais suffisamment. Caleb affina l'application, lui donna un nom, Symetry, et s'inscrivit à un petit concours à des moines. Il ne gagna pas le premier prix, mais il se fit remarquer. Un mois plus tard, le Quad City Times publia un petit article en page 4, un adolescent local développe une application pour les utilisateurs neurodivergents. Je l'ai découpé et scotché sur le frigo. Puis vint l'email. Puis l'appel. Puis la réunion dans un café près de la rivière où un homme en blazer parlait de valorisation et de croissance des utilisateurs comme s'il commandait son déjeuner. Quand le chiffre de 3,7 millions de dollars tomba, j'eus le tournis. Caleb hocha simplement la tête. Nous n'avons pas fait la fête. Nous avons engagé un avocat, un homme calme, plus vieux que moi, qui portait toujours le même costume marron. Il nous parla de structure juridique et de protection, et dit une chose qui me resta en tête, l'argent ne change pas les gens, dit-il, il les révèle. Cette nuit-là, j'ouvris un dossier et j'écrivis une étiquette au marqueur noir, Caleb tout gardé. Je ne le savais pas encore, mais ce dossier allait devenir l'objet le plus précieux que j'ai jamais possédé. Car une semaine plus tard, quand la lettre recommandée arriva, elle n'émanait pas d'un investisseur. Elle venait d'Hélène. Hélène ne frappa pas la première fois qu'elle revint. Elle se tenait sur mon perron, sous la pluie, comme si l'endroit lui appartenait, comme si elle était juste sortie fumer une cigarette et qu'elle avait enfin décidé de rentrer. Ses cheveux étaient plus sombres que dans mes souvenirs. Son manteau était propre, d'apparence coûteuse, le genre de manteau qu'on ne porte que si l'on s'attend à être remarqué. J'ouvris la porte et le froid s'engouffra, transportant l'odeur de l'asphalte mouillé et du vent de rivière. « Gary, dit-elle doucement. S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler ?» Derrière moi, je le sentis avant de l'entendre, la porte de la chambre de Caleb qui grinçait, s'entr'ouvrant à peine. « Je pense qu'on a assez parlé pour une vie entière, répondis-je. Hélène regarda par-delà mon épaule dans la maison, ses yeux bougeant rapidement, évaluant les lieux. « Je veux juste le voir. »« Ce n'est pas un chien, dis-je. On ne passe pas comme ça. » Sa mâchoire se crispa. « Je suis sa mère. » Ce mot me frappa comme un marteau. Je sortis et refermai la porte derrière moi. La pluie traversa immédiatement ma veste, froide contre mon dos. 11 ans, dis-je calmement. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot comme s'il était neuf. Hélène soupira et détourna le regard comme si je l'épuisais. Je n'étais pas bien à l'époque. Tu n'étais nulle part, tranchai-je. Tu es parti.
Je suis parti parce que je me noyais, rétorqua-t-elle. Tu crois que c'était facile d'être coincé dans une maison avec un enfant qui... Stop, dis-je brusquement, les poings serrés. Ne finis pas cette phrase. Elle pressa ses lèvres l'une contre l'autre, puis adoucit à nouveau sa voix. Je vais mieux maintenant. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. J'ai failli rire. Derrière la porte, je n'entendais rien. Cela m'effrayait plus que n'importe quel bruit. On ne travaille pas sur soi en abandonnant son enfant, dis-je. Tu ne peux pas revenir maintenant et prétendre que c'est un genre de parcours de guérison. Les yeux d'Hélène se durcirent. Je ne prétends rien. Je réclame ce qui m'appartient. On y était. J'ouvris la porte et rentrai à l'intérieur sans un mot de plus. Hélène hésita, puis me suivit, secouant l'eau de son manteau comme si elle s'installait. Caleb se tenait dans le couloir, à moitié caché, le visage pâle mais indéchiffrable. « Salut mon chéri », dit Hélène en forçant un sourire. « Tu as tellement grandi. » Caleb ne répondit pas. Ses yeux passèrent de son visage au sol et y restèrent. Hélène s'éclaircit la gorge. « J'ai beaucoup pensé à toi. »« C'est drôle, dis-je, on n'a pas eu de tes nouvelles. » Elle fit un geste de la main. « Gary, s'il te plaît. »« Je ne suis pas venu pour me battre. »« Non, dis-je, tu es venu pour observer. » Son regard glissa vers la cuisine, le couloir, le frigo où la coupure du Quad City Times était toujours scotchée. Elle s'arrêta là-dessus. Son regard s'aiguisa. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ça ne te regarde pas, répondis-je. » Elle sourit lentement, un sourire mince. « On dirait le nom de mon fils. » Ma poitrine se serra. Je sentis le basculement, l'instant précis où la curiosité se transformait en calcul. « Je devrais y aller, dit-elle enfin, reculant vers la porte. Mais on restera en contact. » Non, dis-je, tu ne le feras pas, elle fit une pause sur le seuil et regarda Caleb. Tu m'as manqué, dit-elle doucement. Caleb ne bougea pas. La porte se ferma. La pluie étouffa le bruit de ses pas. J'appuyai mon front contre le cadre de la porte, mon cœur battant si fort que mes oreilles bourdonnaient. Derrière moi, Caleb parla d'une voix monocorde, elle ment. Je me retournai. Tu en es sûr? Il hocha la tête. Sa respiration a changé. Je le dévisageai. Quoi? Quand elle parle de sentiments, dit-il, elle respire plus vite. Quand elle parle des choses qu'elle veut, elle ne le fait pas, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. La lettre de son avocat arriva 3 jours plus tard. Formelle, polie, agressive sans jamais élever la voix, Madame Whitmore cherche à rétablir une relation avec son fils et à aborder certaines questions financières liées à ses récentes activités commerciales. Mes mains tremblaient en lisant. Les mots se brouillaient. Question financière. J'appelai l'avocat que nous avions utilisé pour le fonds fiduciaire et m'assis en face de lui dans un petit bureau qui sentait la poussière et le café brûlé. Il lut la lettre 2 fois, puis se renversa dans sa chaise. Elle cherche à prendre le contrôle, dit-il. Peut-elle faire ça, demandai-je. Il hésita. Cette hésitation était pire que n'importe quelle réponse. Vous êtes son beau-père, dit-il prudemment. Vous avez tout fait correctement moralement, mais légalement. C'est compliqué. J'avalai ma salive. Dites-le. Si le juge accorde la priorité aux liens biologiques, dit-il, nous pourrions perdre l'autorité décisionnelle sur les fonds. Pas tout, mais une partie importante. Mon estomac se noua. Après tout ce que nous avions traversé. Il écarta les mains. Le tribunal de la famille ne récompense pas toujours le sacrifice, surtout le sacrifice non documenté. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je restais allongé à fixer le ventilateur de plafond qui cliquetait de manière irrégulière, chaque bruit paraissant trop fort. J'imaginais le marteau du juge tomber. J'imaginais Caleb forcé de rencontrer Hélène. J'imaginais ses mains sur l'argent qu'elle n'avait jamais gagné. Je rêvais qu'elle souriait pendant que tout ce que j'avais construit partait en fumée. Au matin, mes mains étaient froides et engourdies. Caleb était assis à la table de la cuisine, triant des papiers. « Qu'est-ce que tu fais » demandai-je. « J'organise » répondit-il. « Pourquoi » Il leva les yeux vers moi, calme, stable. « Pour le tribunal. » Ma poitrine se serra. « Caleb, ce n'est pas ton travail. Ce sont des histoires d'adultes.
Il pencha la tête. Je suis presque un adulte. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il poussa une pile de documents vers moi. Des emails imprimés, des messages vocaux transcrits, des dates, des heures. Tu as gardé tout ça, demandai-je. Oui. Pourquoi? Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Parce qu'elle a dit une fois, ne me rappelle plus, sauf s'il y a de l'argent. Mon souffle se coupa. Quand? Il y a 6 ans, dit-il. Je m'en souvenais. Je me laissai tomber sur ma chaise. Hélène ne l'avait pas seulement abandonné, elle lui avait appris quelque chose, les gens finissent par dire la vérité si on les laisse parler assez longtemps. Soudain, son murmure au tribunal prenait un sens terrifiant. Je ne voulais pas croire que mon beau-fils de 17 ans s'était préparé à cela depuis plus longtemps que moi. Cela blessait ma fierté d'une manière que je n'attendais pas. Nous étions assis à cette même table où Hélène avait autrefois fait sa valise avant de partir comme si elle était en retard pour un vol. La lumière au-dessus de nous vacillait, une chose que je remettais toujours à plus tard. Entre nous se trouvait une pile de dossiers. Des chemises cartonnées, étiquetées de l'écriture précise de Caleb. Date, nom, lieu. Celui-ci, dit-il en faisant glisser un dossier vers moi, ce sont les emails. Je l'ouvris. Des messages imprimés, en interlignes simples, surlignés en jaune. Certains étaient courts, d'autres cruels par leur efficacité, je ne peux pas gérer ça en ce moment, s'il te plaît, arrête de me contacter, tu l'as choisi, Gary. Ma poitrine se serra. Je ne me souvenais pas de la moitié d'entre eux. Non pas qu'ils n'aient pas existé, mais parce que je les avais enfouis si profondément que j'avais fini par me convaincre qu'Hélène s'était simplement volatilisée. Celui-ci, continua Caleb en tapotant un autre dossier, ce sont les transcriptions des messages vocaux. Tu les as transcrits, demandai-je. Oui, dit-il, l'audio était déformé. C'était plus facile à lire. J'en choisis un au hasard, date, 15 mars 2017. Heure, 14h32. Hélène Whitmore, je ne veux pas de cette responsabilité. S'il te plaît, ne m'appelle plus. Je fermai les yeux. Pendant toutes ces années, je pensais protéger Caleb en ne lui rappelant pas son absence, en ne le laissant pas entendre sa voix. Il s'est avéré qu'il l'avait entendue de toute façon. Tu n'aurais pas dû avoir à faire ça, dis-je doucement. Caleb haussa les épaules. Ça ne m'a pas dérangé. Cela m'effraya, car cela me disait à quel point il avait appris tôt à ne compter sur personne d'autre. Les semaines suivantes furent un flou de réunions, de mails et d'appels téléphoniques qui semblaient toujours se terminer par « Nous verrons ce que dira le juge ». L'avocat d'Hélène était bon, jeune, confiant. Il parlait d'un ton calme et rassurant, comme si tout ceci n'était qu'un malentendu qui pouvait être réglé avec les bons papiers. Hélène jouait ce rôle à fond. Lorsque nous l'avons croisée dans une salle de conférence avant l'audience, elle portait un pull doux et aucun bijou. Elle paraissait fatiguée, fragile. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour mon fils », disait-elle en tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Je sentis mes mains se crisper sous la table. Caleb était assis à côté de moi, les mains jointes, les yeux fixés sur la moquette. L'avocat d'Hélène lui sourit, « Caleb, nous sommes si fiers de ce que tu as accompli. Ta mère a suivi ton parcours de loin. » Caleb leva les yeux. « Non, dit-il. » La pièce devint silencieuse. « Non, répéta l'avocat, toujours souriant. Elle ne l'a pas suivi, dit Caleb calmement. Si elle l'avait fait, elle saurait que mon application n'est pas un jeu, Hélène serait dit. Mon chéri. C'est un logiciel sous licence, continua Caleb, sa voix restant égale, utilisé par des écoles et des cliniques. Il aide les gens comme moi. S'il vous plaît, ne le minimisez pas, l'avocat sia, juste une seconde. Je me mordis l'intérieur de la joue pour ne pas sourire. Plus tard, sur le parking, je pris Caleb à part. Ça va? Il hocha la tête. Elle parle trop. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle se justifie quand personne ne lui demande rien, dit-il. Les gens qui disent la vérité ne font pas ça. Je le regardais. Il n'était pas en colère. Il ne complotait pas de vengeance. Il observait un schéma, tout simplement. Pourtant, j'ai failli tout gâcher. Cela s'est passé un vendredi soir à la VFW. Friture de poisson, longue table, l'odeur de graisse et de café flottant dans l'air. Tom me fit glisser une bière et secoua la tête. Elle a du culot, dit-il.
Tu aurais dû adopter le petit à l'époque. Je sais, marmonnai-je. Tu pourrais rendre ça public, intervint un autre gars. Facebook adore ce genre d'histoire. Pendant un instant, l'idée me tenta. Publier les emails. Publier les messages vocaux. Laisser toute la ville voir qui était réellement Hélène. Je suis rentré chez moi, le téléphone à la main. Caleb était à son bureau, tapant au clavier. Je pense à publier quelque chose, dis-je. Il s'arrêta lentement et se retourna. Ce serait une erreur, dit-il. Je me vexai, elle nous traîne au tribunal. Oui, acquiesça-t-il, là où il y a des règles. J'expirai bruyamment. J'en ai marre des règles. Caleb se leva, s'approcha et me regarda droit dans les yeux. Papa, dit-il un mot qu'il utilisait rarement, toujours de manière délibérée, les données ne fonctionnent que si elles restent propres. Le mot « papa » me frappa plus fort que tout ce que l'avocat d'Hélène avait pu dire. Je baissai mon téléphone. Cette nuit-là, je restai éveillé à écouter le vent de la rivière faire vibrer les fenêtres, réalisant à quel point j'avais failli laisser la colère brûler le dossier même qui pourrait nous sauver. 2 jours avant l'audience, Hélène déposa une requête d'urgence. Notre avocat m'appela au travail, ils essaient d'accélérer les choses. Mes mains devinrent insensibles. Est-ce que c'est mauvais? C'est de la pression, dit-il, ils veulent nous déstabiliser. Je rentrai chez moi dans un brouillard, convaincu que c'était le moment où tout s'écroulait. Caleb m'accueillit à la porte. Tout va bien, dit-il avant même que je n'aie parlé. Comment le sais-tu? Il se précipite, répondit-il, ça veut dire qu'il devine. Je me laissai tomber sur le canapé. Et si le juge se range de son côté malgré tout? Caleb réfléchit un instant, puis il dit une chose que je n'oublierai jamais, alors il nous restera toujours la vérité. Et la vérité est patiente. Pour la première fois depuis le retour d'Hélène, je sentis quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Je ne savais toujours pas comment cela finirait, mais j'étais sûr d'une chose, Hélène entrait dans une salle d'audience avec des histoires, Caleb y entrait avec des preuves. Et tout ce que j'avais à faire, la chose la plus difficile de ma vie, était de rester silencieux. Le tribunal du comté de Scott sentait toujours le vieux papier et le produit à polir. Ce matin-là, il sentait la sueur et la nervosité. La salle était déjà à moitié pleine quand nous sommes entrés. Des visages connus, quelques personnes de l'église. L'un des gars de la VFW était assis au fond, les bras croisés, comme s'il montait la garde. Les nouvelles vont vite dans une ville comme Davenport, surtout quand l'argent et la famille se mélangent. Hélène était assise à la table opposée, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. Son avocat se pencha vers elle, murmurant quelque chose qui la faisait hocher la tête aux moments opportuns. Elle paraissait calme, posée, à sa place. Pas moi. Mon genou s'agitait sous la table. Mes paumes étaient moites. Chaque grincement des bancs en bois résonnait comme un coup de tonnerre. Je ne pensais qu'à une seule chose, je ne suis pas son père biologique. Cette phrase tournait dans ma tête comme une mauvaise chanson qu'on n'arrive pas à arrêter. Le juge entra. Nous nous sommes levés, puis rassis. Le marteau tomba avec un coup sec qui résonna dans ma poitrine. L'avocat d'Hélène commença. Il brossa un portrait calculé, une mère qui avait fait des erreurs, une femme qui avait lutté, un parent qui avait été tenu à distance pendant que la vie et la fortune de son fils grandissaient sans elle. Elle ne veut que ce qu'il y a de mieux pour son enfant, disait-il d'un ton fluide, arpentant la salle juste assez pour paraître sincère. Et elle pense qu'elle devrait avoir son mot à dire dans les décisions concernant son avenir. Hélène essuya ses yeux au bon moment. Je contractai la mâchoire. Puis Hélène fut appelée à la barre. Elle parla doucement, avec précaution, de santé mentale, du sentiment d'être perdue, de son chemin de retour. Je n'ai jamais cessé d'aimer mon fils, dit-elle, la voix tremblante. Je pensais que lui laisser de l'espace était la bonne chose à faire. J'ai failli me lever. Je sentais la chaleur monter, les mots s'agrippaient à ma gorge. Mais je ne bougeais pas. Je me souvins du murmure, laisse-la parler. Hélène parla d'anniversaires qu'elle ne situait pas tout à fait, d'écoles dont elle se trompait de nom, de thérapies qu'elle disait avoir soutenues mais qu'elle ne pouvait décrire. Son avocat la guidait doucement, l'éloignant des détails, restant dans les généralités sécurisantes. Puis ce fut notre tour. Notre avocat se leva, ajusta ses lunettes et posa une question simple. « Madame Whitmore, à quand remonte la dernière fois que vous avez assisté à une séance de thérapie de Caleb ?» Hélène sia. « Eh bien, ça fait un moment.
Combien de temps? Elle hésita. Plusieurs années. Pouvez-vous être plus précise? Elle s'agita sur son siège. Je ne me rappelle pas la date exacte. Notre avocat hocha la tête. Vous rappelez-vous du nom de son thérapeute? Hélène ouvrit la bouche, la referma. Il y en a eu plusieurs. Un murmure parcourut la salle. Mon cœur martelait mes côtes. L'avocat continua, aussi calme qu'un homme lisant une liste de courses. Madame Whitmore, savez-vous que Caleb a une allergie documentée aux arachides? Hélène fronça les sourcils. Il n'avait pas d'allergie quand il était enfant. Les épaules de Caleb se raidirent à côté de moi. Notre avocat n'éleva pas la voix, il n'en avait pas besoin. Madame Whitmore, seriez-vous surprise d'apprendre que ces dossiers scolaires et médicaux mentionnent cette allergie de manière constante depuis plus de 10 ans? Les yeux d'Hélène se tournèrent vers son avocat. C'était trop tard. Le juge se pencha légèrement en avant. Ensuite, Caleb fut appelé. Il se dirigea vers la barre sans hésiter, s'assit et ajusta le micro avec des mains méticuleuses. Veuillez décliner votre identité, dit le juge. Caleb Whitmore, répondit-il. Sa voix était stable, claire. Hélène lui sourit, pleine d'espoir. Cela n'atteignit pas son regard. Caleb ne la regarda pas quand il parla, il regardait le juge. J'ai apporté des documents, dit-il simplement. Il remit une pile de documents soigneusement organisés, emails, transcriptions, journaux de bord, dates, heures, faits. Notre avocat le guida doucement. Caleb, peux-tu expliquer pourquoi tu as gardé tout cela? Oui, dit Caleb, parce que la cohérence est importante. Hélène s'agita sur sa chaise. Caleb continua, imperturbable. Le 15 mars 2017, à 14h32, ma mère a laissé un message vocal déclarant qu'elle ne voulait pas de responsabilité et demandant à ne plus être contactée. L'avocat d'Hélène bondit, objection. Le juge leva la main, rejeté. Caleb lut les mots sans émotion. Pas d'amertume, pas de colère, juste la vérité. La salle devint silencieuse. Hélène perdit toute couleur. Puis vint l'email, celui où elle avait écrit « Tu l'as choisi, Gary ». Puis un autre, et encore un autre. Hélène commença à secouer la tête. C'est hors contexte. Caleb pencha légèrement la tête. Il n'y a aucun contexte où cette phrase implique un soutien. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Non pas parce qu'elle perdait, mais parce qu'il était là, calme, mesuré, incassable. Le juge regarda Hélène. Madame Whitmore, contestez-vous l'authenticité de ces documents? Hélène ouvrit la bouche, la referma. Non, murmura-t-elle. Le silence qui suivit parut pesant, mérité. Quand le verdict tomba, ce fut presque décevant par sa rapidité. Le juge rejeta la demande d'Hélène concernant le contrôle des actifs de Caleb, la condamna à couvrir une partie des frais de justice et émit un avertissement concernant toute future requête sans fondement. Hélène fixa droit devant elle tandis que le marteau tombait. C'était fini. Dehors, sur les marches du tribunal, l'air froid frappa mon visage comme un parfum de liberté. Hélène passa devant nous sans un mot, ses talons claquant sèchement sur la pierre. Pas de larmes, pas d'adieu. Juste un vide immense là où la responsabilité l'avait enfin rattrapé. Caleb se tourna vers moi. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il. J'hochai la tête, la gorge serrée. Oui. Et je le pensais. Pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. Le Mississippi était bas ce printemps-là, large et calme, glissant devant Davenport comme s'il avait tout le temps du monde. Une semaine après le jugement, Caleb et moi avons marché sur le sentier de la rivière juste après le lever du soleil. L'air était assez frais pour piquer un peu, le genre de froid qui vous réveille au lieu de vous accabler. Je portais 2 tasses de café du KZS sur River Drive, le mien noir, le sien avec beaucoup trop de crème. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. C'est ainsi que cela a toujours été entre nous. Le silence n'était pas une chose effrayante, c'était un endroit où nous savions tous les deux nous tenir. De l'autre côté de l'eau, le soleil matinal frappait le pont ferroviaire rouillé, le teintant d'orange pendant quelques secondes avant que la lumière ne change. Je regardais Caleb marcher un demi-pas devant moi, les mains dans les poches de sa veste, comptant ses foulées sans s'en rendre compte. « Est-ce que tu penses parfois à elle ?» demandai-je. Il s'arrêta. Pas brusquement, il fit juste une pause comme s'il considérait une question qui méritait une réponse honnête. « Oui, dit-il, mais pas comme avant.
Comment ça? Il regarda la rivière. Je ne me demande plus pourquoi elle est partie. Je remarque seulement qu'elle est restée absente. J'hochai la tête. C'était logique. Nous nous sommes assis sur un banc près d'un tournant du sentier. Un jogger passa devant nous, écouteurs aux oreilles, perdu dans son monde. Quelque part derrière nous, un train de marchandises fit retentir son sifflet, long et grave, le son roulant sur l'eau comme un souvenir. Je pris une gorgée de café et grimacai. Brûlé. Trop chaud. Le café du KZS ne changerait jamais. Je n'arrête pas de penser, dis-je, à toutes les fois où j'ai failli tout gâcher. Caleb me jeta un regard. Tu ne l'as pas fait. J'ai failli, insistai-je, en voulant publier des trucs, en criant, en essayant de la combattre bruyamment. Il réfléchit à cela. Tu étais en colère. J'avais peur, rectifiai-je. Il y a une différence. Il hocha la tête une fois. La colère fait du bruit. La peur s'agite. Je souris malgré moi. Tu devrais écrire des messages pour les biscuits de la chance. Un coin de sa bouche tressaillit, chez Caleb, cela comptait comme un large sourire. Nous sommes restés là un long moment, à regarder l'eau s'écouler comme elle l'avait toujours fait. La même rivière, la même ville, mais un poids différent sur ma poitrine. Plus tard cette semaine-là, Caleb me demanda si nous pouvions utiliser la salle paroissiale le mardi soir. Pourquoi faire, demandai-je. Une réunion, répondit-il. Pour les jeunes comme moi et leurs parents. Je sciai. Tu veux diriger un groupe de soutien? Oui, dit-il simplement, il y a un besoin. Alors, nous l'avons fait. Nous avons installé les chaises pliantes, préparé du mauvais café, étiqueté une boîte en carton pour les dons et l'avons posée près de la porte. Caleb parlait des routines et des outils. Moi, je parlais de paperasse et de patience, du fait de rester quand partir aurait été plus facile. Le premier soir, 6 personnes sont venues. La deuxième semaine, elles étaient 12. Un mois plus tard, Caleb utilisa une partie de l'argent de Cimetry pour créer un petit fonds de bourse d'études. Rien d'ostentatoire, juste assez pour aider les jeunes comme lui à obtenir les outils dont ils avaient besoin sans avoir à mendier. Quand quelqu'un lui demanda pourquoi il ne voyait pas plus grand des programmes nationaux, de la grande presse il secoua la tête. C'est ici que je vis, dit-il, c'est suffisant. Un soir, alors que nous fermions la salle à clé, je lui posai enfin la question qui me trottait dans la tête depuis le tribunal. Comment as-tu su, demandai-je. À l'époque, quand tu m'as dit de la laisser parler? Caleb glissa les clés dans sa poche et me regarda. Parce que, dit-il avec soin, les gens qui mentent se justifient. Les gens qui disent la vérité n'en ont pas besoin. J'ai senti quelque chose s'apaiser en moi à ces mots. Pendant toutes ces années, je pensais que, rester, signifiait en faire plus, travailler plus dur, tout réparer de mes mains. Il s'est avéré que, rester, c'était aussi savoir quand ne pas interrompre le cours des choses. Hélène n'est jamais revenue. Pas d'excuses, pas de seconde tentative. Et c'était très bien ainsi. Car la famille n'est pas celle qui se présente quand il y a de l'argent sur la table. C'est celle qui reste quand les lumières sont éteintes, que les factures arrivent à échéance, et que personne ne regarde. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez été celui qui est resté quand s'en aller aurait été la voie de la facilité, j'espère que vous prendrez un moment pour réfléchir à cette force. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui peut la comprendre. Et si vous souhaitez entendre d'autres récits authentiques et profonds comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées. Elles ont juste besoin de temps.